Comment un enfant de 7, 8 ans pourrait consentir à un acte qu'il ne comprend même pas. Oui. Donc là, on parle quand même de jeunes enfants, mais même un adolescent. Là, aujourd'hui, on a une actrice française, Judith Godrèche, qui parle de son calvaire quand elle était en couple à 14 ans avec un réalisateur de 40 ans au vu de tout le monde et que tout le monde trouvait ça normal. Et aujourd'hui, avec le recul de l'âge, elle revient sur cet épisode de sa vie en expliquant qu'elle n'avait pas la maturité pour comprendre ce genre de relation. Donc, on parle de consentement, mais on oublie quand même la nature, la biologie qui fait que l'enfant a un développement et des stades de développement et qu'on ne peut pas demander à un enfant de comprendre ce qu'est pardonnez-moi des termes, mais ils sont utilisés par le gouvernement français, l'éducation nationale, mais un cunilingus, une sodomie, un anulingus à 8 ans. Avec le site internet On s'exprime, ils font des petits bonshommes en papier que les enfants peuvent imprimer et assembler en 3D pour reproduire les positions sexuelles de l'imaginaire adulte. Donc, le consentement est un gros problème par rapport aux mineurs. Parce qu'un mineur qui ne comprend pas la chose ne peut pas y consentir ou ne pas y consentir. Alors, justement, dans la Convention internationale de droits de l'enfance, il y a cet article 34 qui parle beaucoup de manière claire et précise des violences subies, des violences sexuelles aussi. Euh, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce que des jeunes peuvent s'en servir, peuvent l'utiliser pour se défendre? Ça va devenir de plus en plus difficile puisque aujourd'hui la France est en train d'essayer d'apprendre aux jeunes que le sexe est une chose banale et tout à fait mécanique. Donc on va vers une société qui va normaliser le viol, qui est déjà en train de le faire d'un point de vue juridique, judiciaire, puisque le viol n'est quasiment pas réprimé. En France, on parle d'impunité quasi totale, et ce depuis 2003. Donc, aujourd'hui, je pense que revenir sur des fondements de droit pourrait redonner à l'enfant la possession de son corps et le fait de savoir euh, quelle limite il peut y avoir euh, entre un être humain et un autre être humain, des choses à ne pas franchir. Parce que ce qu'on oublie de dire, en fait, quand on parle du viol aujourd'hui, qui est quand même quelque chose d'assez euh, banalisé, normalisé, c'est qu'on parle de crimes de premier ordre. Ce sont des crimes. Selon la documentation de droit international, le viol est un acte de torture et c'est même la plus haute forme de torture. Donc, déjà, de remettre la chose dans le contexte et d'expliquer aux jeunes ce qu'est le corps humain, les droits qu'on a sur notre corps humain et où s'arrête la limite en fait. Et peut-être éventuellement remettre du sens dans l'acte sexuel qui aujourd'hui est totalement dissocié de l'acte d'amour et devient une chose mécanique où on utilise le corps de l'autre pour sa jouissance personnelle, ce qui est la définition même du viol, hein. Ah, le droit. Souvent, on entend le droit dans un domaine particulier, ou souvent même dans certains pays, dans certaines sociétés, euh, on va se passer du droit et on règle les problèmes à sa manière. Mais en réalité, d'une manière ou d'une autre, le droit est toujours présent. Quand tu ne veux pas le droit veut de toi et le droit est une aide euh, comment, fondamentale et je dirais utile pour chacun ou chacune des personnes qui sont engagées dans un combat. Et c'est pour cela que notre émission s'appelle Le Grand Procès. Le Grand Procès, chaque dimanche, nous examinons un fait social et nous le traitons comme un fait juridique en donnant des arguments, en donnant tous les éléments qui permettent non seulement d'appréhender, mais également de pouvoir
utiliser le droit pour se défendre. Aujourd'hui, nous avons un thème qui vous intéresse, au moins en termes d'actualité, et mot plus, en termes de victimes. Ce thème, c'est le viol. Le viol, les traitements inhumains faits aux enfants, aux femmes et aux hommes. Pour le traiter, nous avons une invitée, Madame Bourré Sabrina, qui est à la fois la fondatrice d'une ONG qui s'appelle le MAPIF, dont elle parlera, nous donnera des détails, des éléments fondamentaux pour l'apprécier, mais elle est aussi directrice de cabinet de l'État de Savoie. Et à ce titre-là aussi, elle a une envergure qui permet d'appréhender ce problème avec beaucoup de sérieux, mais aussi, je dirais, avec une belle et grande maîtrise. Madame Sabrina Bourré, bonjour Madame la directrice du cabinet. Bonjour, cher Dominique, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes la fondatrice du MAPIF et le MAPIF a pour vocation de s'occuper des problèmes des enfants, Oui. des problèmes aussi des adultes et des mamans et des papas qui sont victimes des violences. Et j'ai pu constater par la pratique que vous utilisez beaucoup de droit. Est-ce que vous pourriez nous en parler d'abord du MAPIF et puis montrer les éléments clés qui sont nécessaires pour vous, pour que le droit vous serve de base dans votre combat? Oui, merci. Alors, le MAPIF, c'est un acronyme, hein, ça veut dire le Mouvement pour l'abolition de la pédocriminalité institutionnalisée en France. Alors, la pédocriminalité, on l'emploie dans son sens large, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux violences faites sur les enfants, qu'elles soient sexuelles ou dites ordinaires, puisque en droit, les violences qui ne sont pas sexuelles sont dites ordinaires. Enfin, le MAPIF a aussi pour vocation de regrouper les parents protecteurs, donc les parents conscients des violences qui sont faites sur leurs enfants et qui vont prendre le parti de l'enfant et qui ne sont pas forcément toujours écoutés en justice. Donc le MAPIF a un certain nombre d'objectifs, dont rassembler les parents protecteurs pour donner du poids à la parole de leurs enfants devant les tribunaux et devant les élus et d'engager un certain nombre de choses, notamment des procédures judiciaires communes, en regroupant justement le plus de personnes concernées, donc le plus de parents protecteurs. Et ces recours communs, on veut les porter au plus haut, c'est-à-dire jusque devant les institutions internationales, puisque la France ne nous écoute pas. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que la France ne protège pas ses enfants, les enfants de France, qu'ils soient français ou étrangers, peu importe, mais les enfants sur le territoire français sont en grand danger. C'est l'ONU qui le rappelle depuis plus de 20 ans maintenant, avec un premier rapport sorti en 2003 qui fait état de choses alarmantes, hein, en termes de protection de l'enfant sur le territoire français. Et depuis plus de 20 ans, les choses n'ont pas changé, elles se sont même empirées. La dernière publication des experts de l'ONU sont vraiment, cette publication est vraiment très euh, marquante, puisque l'ONU exhorte la France à protéger ses enfants et à arrêter d'harceler les mères qui tentent de protéger leurs enfants. Donc là, on est face à un réel problème de société en France vis-à-vis des enfants. Euh, pour, euh, pour être assez synthétique, je vais résumer la situation avec des chiffres. On a 160 000 enfants victimes de viol ou tentatives de viol en France pour 0,3% de condamnation aux assises. Donc, il y a 1% de condamnation au correctionnel, et sur ce 1%, on a 80% de condamnation avec sursis. Autant dire que le viol n'est pas du tout puni en France, en tout cas le viol sur mineur. Concernant les placements aussi, puisque le MAPIF s'occupe aussi des placements abusifs, on a
à peu près 300 000 enfants en France qui sont concernés par des mesures éducatives judiciaires. Et sur ces 300 000, il y en a 200 000 qui sont enfermés dans les foyers de l'enfance. Et sur ces 200 000, selon la Cour des comptes, entre 50 et 80% n'ont rien à y faire dans les foyers. Sauf qu'un enfant ramène entre 200 et 300 euros par jour au département. Donc là, on est sur une traite d'êtres humains, hein, vous me confirmerez, cher maître, si effectivement la qualification est bien utilisée, mais on est sur de l'utilisation des enfants pour des gains financiers. Donc voilà, la situation en France est dramatique et le MAPIF œuvre pour faire changer les choses. Et nous œuvrons avec le droit, effectivement, puisque comme il vous plaît de le rappeler assez fréquemment, le droit est une arme. Mais nous œuvrons aussi sur le plan médiatique pour alerter la population, puisque malheureusement, la population pense encore que la justice fait son travail, or ce n'est pas le cas, malheureusement. Et nous œuvrons pour essayer de faire changer les choses et mettre en place des systèmes de traitement des affaires judiciaires meilleurs. Et pour ce faire, nous essayons d'entrer en collaboration avec les professionnels de la protection de l'enfance, que ce soit sur le plan judiciaire ou sur le plan social ou de santé, pour pouvoir réunir des équipes de travail pluridisciplinaires et faire être force de proposition, en fait, voilà, pour que les Et quels mentalités sont, changent. justement, ce qui est intéressant, c'est le droit, sous quel angle vous l'utilisez, euh, quels sont les instruments juridiques nationaux et comme internationaux que vous utilisez et quelles sont les armes, justement, que ce droit vous donne. Alors, au niveau du droit, le droit est une chose bien faite, très bien faite. Malheureusement, en France, il n'est pas appliqué, du moins pas celui que nous, on utilise, à savoir le droit international. Les outils de droit international sont forts et complets. Nous, on utilise essentiellement les conventions internationales comme la Convention des droits de l'enfant, la Convention contre la torture, la Convention internationale, enfin, la DUDH, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, Ce qu'il faut savoir, voilà, je l'explique un petit peu aux gens qui vont nous regarder, c'est que le droit est normé, il y a des normes en droit, et que au-dessus, le plus haut en termes de normes, c'est les droits de l'homme. C'est les droits fondamentaux de la personne. Donc nous, c'est l'outil de base avec lequel on travaille pour faire entendre nos prétentions sur le plan juridique. Après, au niveau du droit interne, on a des outils également tout à fait complets et tout à fait appropriés pour, en principe, pouvoir protéger les victimes, que ce soit les enfants ou derrière d'autres victimes de manière générale. Mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression devant les tribunaux que la situation s'inverse quand on est victime, on passe de victime à accusé en fait. Et le droit est très très malmené en France malheureusement. Mais nous ne désespérons pas. Nous espérons que comment dirais-je, les prises de parole publiques, les nombreux témoignages qui s'en suivent et les multiplications des procédures devant les instances nationales et internationales vont arriver à faire prendre conscience aux institutions que il va falloir que ça change et il va falloir qu'ils reprennent à respecter le droit. Voilà. Et au niveau justement des conventions, des instruments internationaux, est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur? Est-ce qu'il y a des définitions qui sont données? Lesquelles et sur quelles conventions particulièrement quelqu'un qui est victime du viol euh, peut s'appuyer? Alors, il y en a un certain nombre. En ce qui concerne les mineurs, c'est essentiellement la CIDE, donc la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais il y a aussi la Convention de Lanzarote. Il y a aussi la Convention d'Oviedo, dont on va se servir, puisque bien souvent, malheureusement, enfin, dans un gros pourcentage de cas, le viol de mineurs se passe intrafamilial et est souvent corrélé à des violences conjugales, des violences du mari fait sur la femme ou un peu moins souvent de la femme faite sur le mari. Alors ça, c'est pour ce qui concerne le viol, c'est plus souvent l'homme qui est concerné et qui, lui, fait ces violences-là. Mais du coup, on a quand même un certain nombre d'outils juridiques pour protéger
et l'enfant de ces crimes commis sur sa personne et le parent protecteur qui est bien souvent la mère. Donc on a la Convention des droits de l'enfant, la Convention d'Oviedo et la Convention de Lanzarote. Mais au-dessus de tout ça, il y a quand même la Convention internationale des droits de l'homme qui, elle, promulgue les droits fondamentaux comme quelque chose de supérieur, d'inaliénable. Donc voilà, on a vraiment tous ces outils de droit international pour faire valoir le fait que euh, la justice ne peut pas ignorer ces choses qui se passent dans la société. Ce sont des crimes et ce sont des crimes qui sont malheureusement très peu réprimés. Voilà, Oui, malgré mais la profusion de documentation de droit international. chère Sabrina, pardon de vous arrêter, mais on peut quand même noter que quand vous dites l'enfant, la Convention internationale de défense de l'enfance, et je lis au titre de l'article premier que ce qu'on appelle enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Oui, Et donc, je crois que cela va intéresser encore davantage de personnes parce que un enfant, un garçon, une fille qui a 18 ans devrait aussi s'en servir pour se défendre. oui, tout à fait. Il serait même sain et logique que cette Convention internationale des droits de l'enfant soit présentée aux enfants dès le plus jeune âge Tout à à l'école. fait. Oui. Et oui, puisque cette convention est vraiment très bien faite. Elle reprend en partie la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque l'enfant est un être humain comme les autres, hein, et que cette Convention internationale des droits de l'homme, cette Déclaration universelle, est universelle et elle concerne l'être humain de manière générale. Donc la Convention internationale des droits de l'enfant reprend cette Déclaration universelle des droits de l'homme à peu près dans tous ses points en mettant, comment dirais-je, en mettant l'accent, en étant un peu plus précis sur certains points qui vont concerner l'enfance en particulier. Alors, justement, dans la Convention internationale de droits de l'enfance, il y a cet article 34 qui parle beaucoup de manière claire et précise des violences subies, des violences sexuelles aussi. Euh, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce que des jeunes peuvent s'en servir, peuvent l'utiliser pour se défendre? Ça va devenir de plus en plus difficile puisque aujourd'hui la France est en train d'essayer d'apprendre aux jeunes que le sexe est une chose banale et tout à fait mécanique. Donc on va vers une société qui va normaliser le viol, qui est déjà en train de le faire d'un point de vue juridique, judiciaire, puisque le viol n'est quasiment pas réprimé. En France, on parle d'impunité quasi totale, et ce depuis 2003. Donc aujourd'hui, je pense que revenir sur des fondements de droit pourrait redonner à l'enfant la possession de son corps et le fait de savoir euh, quelle limite il peut y avoir euh, entre un être humain et un autre être humain, des choses à ne pas franchir. Parce que ce qu'on oublie de dire, en fait, quand on parle du viol aujourd'hui, qui est quand même quelque chose d'assez euh, banalisé, normalisé, c'est qu'on parle de crimes de premier ordre. Ce sont des crimes. Selon la documentation de droit international, le viol est un acte de torture et c'est même la plus haute forme de torture. Donc, déjà, de remettre la chose dans le contexte et d'expliquer aux jeunes ce qu'est le corps humain, les droits qu'on a sur notre corps humain et où s'arrête la limite en fait. Et peut-être éventuellement remettre du sens dans l'acte sexuel qui aujourd'hui est totalement dissocié de l'acte d'amour et devient une chose mécanique où on utilise le corps de l'autre pour sa jouissance personnelle, ce qui est la définition même du viol, hein. Il est sans doute important que l'on puisse dans ce dialogue, dire que les institutions, les écoles, les lycées devraient très tôt apprendre aux enfants à défendre leur corps Oui. et dire que le corps, c'est vraiment moi, c'est ma présence sociale. Et si c'est ma présence sociale, je dois défendre. À partir du moment où un enfant a moins de 15 ans, il n'y a pas de consentement, donc l'agression sexuelle est présumée. Alors là, on a un Alors, problème aussi avec le consentement, c'est que comment un enfant
de 7-8 ans pourrait consentir à un acte qu'il ne comprend même pas. Oui. Donc là, on parle quand même de jeunes enfants, mais même un adolescent. Là, aujourd'hui, on a une actrice française, Judith Godrèche, qui parle de son calvaire quand elle était en couple à 14 ans avec un réalisateur de 40 ans au vu de tout le monde et que tout le monde trouvait ça normal. Et aujourd'hui, avec le recul de l'âge, elle revient sur cet épisode de sa vie en expliquant qu'elle n'avait pas la maturité pour comprendre ce genre de relation. Donc, on parle de consentement, mais on oublie quand même la nature, la biologie qui fait que l'enfant a un développement et des stades de développement et qu'on ne peut pas demander à un enfant de comprendre ce qu'est, pardonnez-moi des termes, mais ils sont utilisés par le gouvernement français, l'éducation nationale, mais un cunilingus, une sodomie, un anulingus à 8 ans. Avec le site internet On s'exprime, ils font des petits bonshommes en papier que les enfants peuvent imprimer et assembler en 3D pour reproduire les positions sexuelles de l'imaginaire adulte. Donc, le consentement est un gros problème par rapport aux mineurs. Parce qu'un mineur qui ne comprend pas la chose ne peut pas y consentir ou ne pas y consentir. Il n'a pas la maturité, il n'a pas les armes émotionnelles, intellectuelles pour pouvoir appréhender le monde fantasmé des adultes. Tout à fait. Alors, mais la question maintenant que l'on peut se poser, est-ce qu'il y a des États, il y a des États qui pensent autrement? Est-ce que, parce qu'on parle de la France, hein, ça c'est une chose, mais je dirais, la France n'est pas le tout du monde. Hein. Il y a toute une réalité quand même qui existe ailleurs. Est-ce que, il y a des États qui pensent autrement? Prenons l'État de Savoie. Comment est-ce que les choses s'envisagent? Comment les choses se pensent? Oui. Alors, l'État de Savoie a de grandes ambitions pour redonner à nos sociétés toute la place de l'humain et de l'humanité. Donc, l'État de Savoie voudrait mettre en place une protection des mineurs et comment dirais-je, remettre l'enfant à sa place, en fait, que ce soit dans la société ou dans la famille. Et c'est un gros chantier, c'est un gros travail, mais c'est un travail qui me semble primordial, même vital, pour la continuité de nos sociétés. Parce que l'État de Savoie souhaite, en fait, mettre l'enfant en priorité. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de choses à faire changer, notamment en termes de placement, ne serait-ce que pour les placements abusifs. Donc, l'État de Savoie souhaite faire une refonte totale de l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et de son fonctionnement, qui aujourd'hui est plus... c'est un fonctionnement financier plutôt que de protection de l'enfance, donc un fonctionnement mortifère. L'État de Savoie aussi souhaite créer un département au sein du ministère de la Justice, un département particulier pour le bonheur de l'enfance et de la famille. Donc remettre l'enfant au centre des préoccupations de la société. Parce que finalement, l'enfant, c'est l'adulte de demain. L'enfant, c'est l'adulte qui fera société demain. Et on ne peut pas faire société avec des pervers ou des traumatisés. Ce ne sont pas des personnalités stables pour créer une société stable, viable et pleine d'avenir. Or, la Savoie souhaite vraiment remettre l'enfant au centre des préoccupations de la société. D'ailleurs, je crois que j'ai lu, ou tout au moins je sais, qu'il y a un projet de déclaration de l'année 2024 comme étant l'année de l'enfant, la libération de l'enfant. En quoi ça consiste exactement? Alors, cette année de libération des enfants, elle a été, enfin, elle va être promulguée officiellement par déclaration. Et en fait, elle est née d'un constat, et de ce constat justement que l'enfant aujourd'hui est la dernière roue du carrosse de la société. C'est vraiment le paillasson des adultes. Et le problème, c'est que il y a des tas de gens qui ne savent pas. Donc, l'État de Savoie souhaite informer
souhaite faire des changements profonds en matière de traitement judiciaire des affaires pédocriminelles et des affaires sociales, hein, puisque les placements abusifs sont considérés comme de la justice sociale. Donc, il y a vraiment une volonté de la part de l'État de Savoie et d'informer la population sur les dangers que courent les enfants et le parent qui aurait la bienveillance de vouloir protéger son enfant, d'une part, et deuxièmement, de faire un vrai, comment dirais-je, un virage à 180 degrés sur le traitement judiciaire justement de la protection de l'enfance, que ce soit en matière criminelle ou délictuelle, dans les violences sexuelles ou les crimes sexuels sur mineurs, ou que ce soit en matière de protection de l'enfance. Voilà. Il me semble avoir entendu aussi parler d'une volonté de réviser des décisions judiciaires qui ont été prises et qui seraient délétères donc justement pour le bonheur de l'enfant et de sa famille protectrice. Voilà. Voilà un grand chantier. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une Congolaise, une Africaine, qui dirait, mais tout ça, c'est des histoires des Blancs, ça ne me concerne pas, qui subirait le viol à la fois intrafamilial, mais aussi souvent là-bas, que j'en connais souvent, c'est le fait que quelqu'un qui a une position de richesse, une position de pouvoir, une position politique, eh bien, comme on dit dans la société, et il peut se faire toutes les femmes qu'il veut, hein, toutes les filles qu'il veut, et parfois même il y a des filles dans les lycées qui ne peuvent pas aller jusqu'au fond de leurs ambitions personnelles, ben, uniquement parce qu'elles ont refusé de céder le corps à un professeur, à un proviseur, ainsi de suite. Est-ce que ces instruments peuvent servir de base dans le combat que les jeunes femmes là-bas, pas seulement les jeunes femmes, hein, il y a aussi les hommes hein, à qui on pose comme préalable à occupation pour occuper un poste important, que ces personnes subissent des actes sexuels hein, d'une certaine manière. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Tellement de choses. C'est pas une question de noir ou blanc, c'est vraiment un combat de société. Et quand je parle de société, je parle de société humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même faire prendre conscience aux êtres humains que nous ne sommes pas des animaux humains, mais des êtres humains. Et que si tant est que certains veuillent se comporter encore comme des animaux humains, il va falloir les combattre avec le droit, effectivement, mais aussi avec la libération de la parole, avec le fait de dire à un moment donné, non, je ne suis pas une chose et tu vaux mieux que ce que tu veux m'imposer. Donc, il y a tout un travail juridique, c'est sûr, d'un côté, avec tous les instruments juridiques qu'on a cités, puisque dans ceux que j'ai cités, il y a aussi des conventions qui protègent les femmes et les jeunes filles. Mais il y a aussi c'est aussi un combat social. Et là, c'est plus une question ni de couleur, ni d'origine, ni de religion. C'est vraiment une question d'humanité. Il faut qu'on revienne, ou alors plutôt, il faut qu'on passe du stade de l'animal humain au stade de l'être humain. Et pour ça, ça passe par la conscience, la connaissance et la conscience de ce qu'est le corps humain et de ce qu'est l'autre. Et vraiment, ça dépasse le juridique, ça dépasse le droit. On est vraiment dans des considérations de société humaine. Qu'est-ce qu'on veut être? Et à partir du moment où on se pose la question qu'est-ce qu'on veut être soi-même, on se demande à ce moment-là qu'est-ce que l'autre a le droit ou n'a pas le droit de faire. Et plus que des questions juridiques, c'est vraiment des questions de bon sens. Mais le changement au niveau sociétal passera par le droit, la revendication de ses droits fondamentaux en tant qu'être humain et la libération de la parole, le fait de pouvoir parler de ces choses-là et de réhumaniser les gens, ou plutôt d'humaniser nos sociétés humaines qui, à mon sens, se sont un petit peu écartées de l'humanité pour des raisons qui peuvent être en soi un débat, mais qui se sont écartées de la voie humaine, de la voie de l'humanité, pour aller vers des choses bien plus animales qui ne nous correspondent pas. Voilà. Donc, il y a un tri à faire, quoi, un tri dans le comportement, un tri dans l'acceptation, ce qu'on accepte sociétalement et ce qu'on refuse. Tout à Euh, fait. Ah, vous parliez d'une jeune fille qui pourrait se voir euh,
empêché dans son avancement de carrière par un professeur malveillant qui voudrait lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle n'aurait pas succombé à ses demandes mal intentionnées. Mais effectivement, mais après, le rôle de cette jeune fille, ça va être de porter la chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas, moi je suis profondément croyante et je ne pense pas qu'on vive les choses par hasard, d'autant plus dans l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, il, il il serait, je pense, opportun à ce moment-là pour la jeune fille de prendre conscience qu'elle a une mission de vie autre finalement peut-être que celle de simplement ses études et que son rôle, ça sera de porter la parole devant la justice et de porter la parole devant la société pour dire ça suffit, il faut que ça cesse. Nous ne pouvons plus nous comporter comme des animaux humains. Il faut que nous apprenions le respect, ça passe par le droit, ça passe par la revendication de ces droits et ça passe aussi par l'information et exhorter la population à se comporter en tant qu'être humain. Oui, mais est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui ont vécu ces situations et qui peuvent en parler, qui peuvent témoigner aussi bien contre sa propre famille que contre son père, contre sa maman, contre, voilà, contre son ministre, contre son... Et Vous oui, comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que... c'est bien là toute la problématique, en fait, c'est la peur. Et c'est comme ça, de toute façon, qu'on en arrive à des situations de soumission par la peur. Parce qu'il y a la peur de ne pas réussir dans la vie, il y a la peur du jugement des autres, il y a la peur d'être rejeté de sa famille. Mais il y a quand même effectivement des gens qui ont le courage de porter cette parole. Et justement, quand je parle de mission de vie, c'est-à-dire que quand on prend le courage de porter la parole humaine, que ce soit devant les tribunaux ou devant la société, après, ça devient une mission de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se défaire de ce qui nous a été imposé. Quand c'est bien souvent ce qu'on dit aux parents protecteurs qui nous appellent et qui nous disent quand est-ce que ça va s'arrêter. Eh bien, le jour où la société aura évolué, à partir du moment où on a mis un pied dans les violences, c'est bien compliqué d'en sortir. Donc, autant les prendre à bras le corps et en faire sa mission de vie. Ça ne veut pas dire en faire toute sa vie. Évidemment que l'être humain aussi doit s'épanouir d'une autre manière. Mais quand il est appelé à être témoin ou victime de choses aussi cruelles, il ne peut plus mettre la tête dans le trou à la manière des autruches. Et il faut prendre à un moment donné sa responsabilité en tant qu'être humain quand on est appelé, de par le fait qu'on puisse être ou victime ou témoin de choses aussi cruelles que le fait pour une personne, pour un être humain, d'oser imaginer qu'il aurait le droit de profaner le corps d'un autre être humain, il est de son devoir de le dénoncer, de le combattre et avec toutes ses forces. C'est, à mon sens, ce que nous invite à faire la nature en tant qu'être humain que nous sommes. Ne pas fermer les yeux, ne pas détourner le regard, ne pas passer à côté, et encore moins quand on en est victime soi-même. Donc voilà, c'est un coup du sort, hein, j'ai envie de dire. C'est un coup du sort, c'est-à-dire que bon bah je suis jeune fille, ma vie va bien, je fais mes études, ma famille ça va bien, tout va bien. Là d'un coup j'ai un professeur qui s'en prend à moi et ma vie va changer. Eh bien oui. Oui. Alors, mais est-ce que le MAPIF, justement, qui est une ONG, est-ce qu'elle est prise au sérieux par le ministère de la Justice en Savoie? En Savoie, oui. Le MAPIF est pris comme une organisation très sérieuse. D'ailleurs, nous allons collaborer avec l'État de Savoie. Le MAPIF et l'État de Savoie va collaborer dans cette année de la libération des enfants. Le MAPIF a un programme de promotion et de communication assez important pendant toute la première moitié de l'année. Et toute la deuxième moitié de l'année, ça va être un gros travail juridique donc, qui va s'appuyer sur le travail de communication qu'on aura fait en amont. Donc voilà, et ce travail juridique va être fait en collaboration avec l'État de Savoie, tout comme la première partie, le travail de communication. Parce que justement, l'oreille que nous n'avons pas en France, mais plus largement dans les pays occidentaux, nous l'avons trouvée en Savoie.
C'est-à-dire que la Savoie remet l'humain au centre, comme l'église au milieu du village, remet l'humain au centre de la société et donc l'enfant au centre des priorités. Et c'est tout à l'honneur de l'État de Savoie de partir dans cette direction d'humanité et de respect de la vie humaine. Donc le MAPIF est ravi de pouvoir collaborer avec un État qui prend ses responsabilités humaines et ses responsabilités en tant qu'organe de gouvernance sociale. Puis ceux qui sont victimes des traitements inhumains, ceux qui sont victimes particulièrement du viol, puisqu'on a parlé du viol, qu'est-ce que pourrait dire, qu'est-ce que pourrait leur conseiller, à la fois humainement, mais aussi juridiquement, puisque vous faites partie du ministère de la Justice. Hein. Qu'est-ce que pourrait leur Tellement de choses. Mais peut-être la chose la plus importante, c'est de revenir à des valeurs humaines, c'est-à-dire de vraiment introspecter la personne que nous sommes et de se demander la personne qu'on a envie d'être, l'être humain qu'on a envie d'être. Est-ce qu'on a envie d'être euh, cet être humain qui va penser, Dieu seul sait pourquoi, qu'il a le droit d'aller profaner le corps d'un autre être humain et d'utiliser le corps d'un autre être humain pour son propre bien-être, pour sa propre jouissance, ou est-ce qu'on a envie de construire une société humaine où l'amour et les valeurs fondamentales seront au centre de cette société humaine. Et en ce qui concerne les victimes, je suis de tout cœur avec les victimes et pour cause, puisque moi, de ma propre expérience, j'ai vécu des choses qui m'ont amené justement dans ce combat. Et je n'ai pas l'intention de laisser tomber. Et je pense que j'ai pris perpète hein, pour ça. C'est jusqu'à la fin de mes jours que je lutterai pour que l'être humain comprenne qu'il ne peut pas disposer du corps de l'autre comme il le souhaite et qui comprenne aussi la valeur de son propre corps et de sa propre personne en tant qu'être humain. Et en termes juridiques, bien que nos tribunaux français ou même européens, on s'en rend bien compte, surtout en Europe, après je ne peux pas parler pour l'Afrique, mais ou pour les autres parties du monde, mais au niveau occidental, on se rend bien compte quand même que dans les tribunaux, les victimes ne sont pas écoutées, on n'a pas envie d'entendre parler des victimes. Or, c'est aux victimes de s'imposer dans les tribunaux et de prendre la parole et d'aller expliquer justement que le corps n'est pas un jouet. Le corps n'est pas un objet qu'on peut utiliser à sa guise, comme bon nous semble, le corps de l'autre comme le sien. Il faut qu'il y ait une notion d'humanité, de respect qui réapparaisse dans nos sociétés. Je pense que c'est vital. Madame la directrice du cabinet, en tout cas, merci d'avoir pris votre temps pour parler, pour témoigner. Et je pense que beaucoup de nos téléspectateurs vont chercher à vous contacter. Est-ce que vous acceptez que ces personnes vous contactent? Mais avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Merci de m'avoir invité dans l'émission et merci aux personnes qui regardent cette émission bah, de la regarder, de la partager et surtout de partager cet espoir dans l'humanité, cette volonté de remettre l'humain au centre des préoccupations de la société et merci aussi de prendre conscience de l'importance et de la beauté de nos corps et surtout de la propriété de nos corps. Nos corps nous appartiennent euh, à nous, intrinsèquement pas à l'autre. Donc voilà, merci à vous. Le, le corps est sacré. Vous direz bonjour à votre ministre? Et avec grand plaisir. Merci infiniment. Au revoir, Sabrina. Au revoir, merci. Merci, merci infiniment d'avoir suivi la page d'aujourd'hui du grand procès. Euh, Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses, que le droit vous a aidé à mieux comprendre votre valeur, le côté sacré de votre corps et je dirais, de votre vie. Et voilà, nous vous promettons d'autres pages encore et encore exaltantes, de telle façon que désormais le droit devienne votre arme du combat. Merci infiniment. Prenez soin de vous.